Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Crypto Force pour cette actualité crypto donc numéro 76. Comme d'habitude, c'est le bulletin hebdomadaire, donc tous les dimanches, on fait le point sur les projets crypto, sur le Bitcoin, VeChain, on va en parler de VeChain, il y a des nouvelles très intéressantes. On va parler également de VV Digital Collectible, justement, voir l'impact du dernier drop, vous savez, avec les Blackpink, voir quels sont les effets, les statistiques suite à ces drops. Et on va également parler de Ripple, puisqu'il y a le bilan annuel premier quart de l'année 2024 qui est sorti et qui est plutôt intéressant quand on décortique les informations sur l'entreprise Ripple et donc sur XRP, bien évidemment. Et ensuite, en fin de vidéo, on passera aux actualités crypto plus générales, notamment avec les ETF Ethereum. Vous le savez forcément, vous avez vu l'information, on va en parler, puisque va falloir un petit peu, je pense, redescendre sur Terre, parce quand on connaît les infos, ils n'ont pas encore été définitivement adoptés. Et ça, je pense que beaucoup de personnes ne l'ont pas peut-être compris, et on va en parler forcément. Et ensuite, on parlera également des actualités économiques. Et là, vous allez voir, il y a des choses très intéressantes, notamment au niveau de l'or, puisque bah, il y a vraiment un fait historique inédit qui est une première dans l'histoire de l'or sur le monde moderne, qui est en train de se dérouler et qui est très révélateur sur l'état de l'économie mondiale actuelle. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va vous ai annoncé la couleur. Et puis, si vous êtes chaud, bah écoutez, je vous invite à rester jusqu'au bout. Et puis c'est parti. Donc, on va commencer avec le Bitcoin, comme d'habitude, notamment au niveau des flux entrants, sortants sur les ETF Bitcoin Spot. Donc là, vous voyez, je suis sur le site de Farside Investor. Donc sur tout ce qui est l'aspect des statistiques qui sont très suivies et même à l'échelle journalière, vous voyez, donc tout le mois de mai est décortiqué ici dans les grandes lignes pour tous les gestionnaires d'actifs actuels qui ont listé les ETF Bitcoin Spot. Et donc regardez, depuis donc là, la semaine dernière, je crois que je m'étais arrêté au 15 mai, et donc là au 15 mai, on était sur des flux vraiment ridicules, par exemple pour BlackRock, étonnamment. Alors je me demande si c'est pas un bug ou quoi, parce que c'est assez étonnant que BlackRock, contrairement aux autres gestionnaires d'actifs, ait attiré vraiment zéro flux entrant. Mais pourquoi pas, on va se fier aux chiffres. Mais après, on voit que depuis le 16 mai, ça a été vraiment le renouveau de l'explosion des flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot, parce que vous avez le total à côté. Vous voyez que depuis le 15 mai, on n'a que des flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Avec du coup un total désormais, nous étions la semaine dernière à peu près à 12 milliards de dollars injectés dans les ETF Bitcoin Spot. Nous sommes une semaine après à 13,6 milliards. Donc là, on voit que déjà en une semaine, il y a eu vraiment un regain de confiance de la part des investisseurs, des institutionnels surtout, sur les ETF Bitcoin Spot. Donc ça, vraiment, ça dénote la tendance de fond qu'il y a sur l'attractivité du Bitcoin de la part des institutionnels. Bon, et par contre, on voit que Grayscale, c'est les seuls vraiment qui sont dans le rouge encore et encore. Grayscale commence on va dire, à éponger la catastrophe, un peu à colmater les brèches, puisqu'ils sont de moins en moins dans le rouge. Ça veut dire que, voilà, ils sont de plus en plus, vous voyez, dans des journées normales, si je puis dire, avec des ETF Bitcoin, même entrants, donc il y a une grande première, parce qu'ils ont eu pendant 2 mois, vraiment que des flux sortants de Grayscale, et d'ailleurs, au total, vous voyez, ils se sont fait manger par BlackRock, tout simplement quand on regarde les prix, enfin les chiffres plutôt, puisqu'ils sont à moins 17 milliards de dollars sortant de leur GBTC, du Grayscale Bitcoin Trust, qui est par contre, comme par hasard, on a 7,3 milliards de flux entrants sur BlackRock. Donc Grayscale s'est fait manger, on peut le dire, par BlackRock. Bon. Également les autres gestionnaires d'actifs. Donc ça donne un peu le ton. Ensuite, on va continuer, ça c'est assez intéressant, parce qu'on voit que le Bitcoin a le vent en poupe, en ce moment, en tout cas du point de vue des institutionnels. Et bien sûr, si les institutionnels sont attirés, alors je dis bien pour le meilleur et pour le pire. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas en revenir là-dessus.
Mais de mon point de vue, je vous l'ai déjà dit, c'est pas une bonne chose pour la philosophie du Bitcoin. Bref, je ne vais pas m'épancher là-dessus, vous connaissez la chanson. Mais pour le reste, par contre, sur un point de vue des prix mathématiques, ben, c'est plutôt bon signe, puisque si les institutionnels se jettent sur le Bitcoin, forcément, derrière, il y a des plans sur la comète, et ils ne le font pas pour rien. Qui prévoient des choses derrière sur les prix du Bitcoin, hein, sinon, bien sûr, ils n'achèteraient pas cet actif. Ensuite, je passe à un article de cryptost.fr. Donc, cette entreprise achète du Bitcoin et son cours gagne plus de 500%. L'entreprise japonaise Metaplanet, j'en avais parlé la semaine dernière, a récemment annoncé un investissement significatif dans Bitcoin, entraînant une hausse de plus de 500% de son action. Donc là, c'est une première quand même dans... Ça a l'air de rien cette nouvelle, hein, mais c'est une première, je dirais, dans l'histoire quand même du Bitcoin. C'est que ce n'est plus désormais la géopolitique extérieure au Bitcoin qui influe les prix du Bitcoin. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le Bitcoin désormais qui influe carrément les actions d'une entreprise et pas de n'importe quelle entreprise. Au Japon, Metaplanet est vraiment une très grosse entreprise. Enfin, une entreprise d'échelle intermédiaire peut-être. Soyons réalistes. Donc là, on est quand même dans quelque chose où, en plus, derrière, on a un fond. Vous voyez, l'article dit très bien, cette décision stratégique vise à se protéger contre la dévaluation du yen japonais et à bénéficier des avantages du Bitcoin. Donc là, on est dans le métaverse, en fait. Parce qu'on nous a dit, il y a 5-10 ans, le Bitcoin, c'est pour les criminels, machin. Aujourd'hui, le Bitcoin est tellement légitimisé, tellement solide et tellement valeur refuge qu'il vient renforcer, et pas qu'un peu, hein, de 500%, les actions d'une entreprise qui en fait, a choisi de mettre en réserve principale de valeur sa trésorerie en Bitcoin. Ah. Donc là, on est dans le monde à l'envers, si je puis dire. Alors que le yen japonais est en train de s'effondrer. Donc voilà, donc là je continue, et donc je passe au projet VeChain. Première information, il faut savoir, j'en avais déjà parlé, que VeChain est partenaire, hein, depuis quelques années, quelques temps, avec la Internazionale BNL d'Italia. Et dans ce cadre-là, alors je rappelle que le Internazionale BNL Italia, c'est l'organisateur sportif, ça va être d'une compétition en Italie, un peu à l'image de Roland-Garros, mais là cette fois en Italie. Et donc ici, VeChain fait tout simplement référence à un poste de la Internazionale BNL Italia qui fait référence justement à VeChain. Donc c'est quand même pas rien, puisque Internazionale BNL d'Italia, c'est assez connu, mine de rien, alors 63 000 followers. Vous voyez, du 6 mai au 19 mai, donc à Rome, organisé. Et donc c'est un tournoi de tennis qui réunit, hein, les meilleurs joueurs, bien évidemment, de la planète. Et donc, que dit Internazionale BNL Italia? Eh bien, ils disent que le VeChain officiel, donc l'écosystème de VeChain, justement, apporte l'authenticité, un autre niveau de digitalisation et une exclusivité pour la 81e édition de la Internazionale BNL d'Italia. Voilà. Et donc, ils font référence en fait au trophée, à la coupe que gagnera le champion, hein, à gagner le champion, qui sera en format physique, mais également en format digital, avec, vous avez l'aspect de NFC au milieu. Donc, on parle désormais de Phygital. C'est d'ailleurs écrit ici, hein, Phygital than ever, juste là. Donc ça y est, VeChain commence vraiment à implanter son système. Et si je dis ça, c'est que derrière, on a une autre nouvelle. Plus d'un point de vue utilitaire, marketing, on a BitGate. Donc BitGate, je rappelle que c'est 25 millions, hein, d'utilisateurs à travers le monde, qui a annoncé lister, voilà, le VeChain depuis le 21 mai en commençant au niveau des trading. Intéressant. Ensuite, autre nouvelle, où je continue dans cet aspect-là de développement de VeChain, on a ici un brevet qui a été déposé donc il y a pas mal de temps, en 2019, par la fondation VeChain et qui a été finalement donc adopté, hein, donc c'était la société VeChain Sarl Luxembourg qui avait mis en place cette demande de brevet. Et le brevet en question, c'est justement tout ce qui est la méthodologie, le service de stockage et tout ce qui est en lien avec le trading des produits carbone. Donc là, on est pile poil dans la transition énergétique, pour le meilleur et pour le pire, parce que quand on parle de carbone, moi j'imagine toujours taxe carbone et tous les moyens pour la transition énergétique, pour que les gouvernements en fait se fassent plus d'argent, encore plus sur notre dos, hein, à travers les taxes carbone. Après, ce n'est que mon avis, je vous rappelle. Et d'ailleurs, hein, je vous rappelle également que je n'ai pas la science infuse, que tout ce que j'ai dans cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement.
et vous devez faire vos propres recherches par vous-même. Toujours, c'est très important. Bon, allez, une fois que j'ai dit ça, je continue avec toujours le VeChain. Donc là, on a notre post de la fondation VeChain. Et là, c'est assez intéressant parce qu'ils font référence à la nouvelle plateforme VBetterDAO. DAO. Vous savez, hein, j'en ai déjà parlé. Et surtout avec les deadlines et surtout les mises à jour. Avec les chiffres et tout à l'appui. Donc pour cela, je vais me baser sur leur article qu'ils ont mis en lien ici. Je vais vous montrer l'article. On va le feuilleter tranquillement ensemble, rapidement également, hein, je vous rassure. Mais vous voyez, dans les grosso modo, vous avez en 3 mois de lancement et en mode testnet, hein, même pas en mode mainnet, c'est-à-dire en phase de test, eh bien, la plateforme VBetterDAO a déjà actuellement 18 000 holders du nouveau token, qui est en lien avec derrière l'aspect de traçabilité sur la plateforme, et plus de 4 000 utilisateurs actifs. Ce qui est vraiment pas mal, il faut le dire, pour une plateforme qui est en phase de test, même pas encore lancée officiellement. Donc très sympa. Ensuite, derrière, donc, il y a les dates. Là, on va voir les jalons, c'est plutôt important, puisqu'on a la sortie du mainnet, vous voyez ici, qui est prévue pour le 28 juin précisément, en phase vraiment officielle. Et donc, au niveau des dates importantes, tout est listé ici. Vous avez à partir du 16 juin, donc le dernier round, si je puis dire, de vote sur le testnet. Ensuite, du 17 au 22 juin, il y aura une fenêtre, comme ils l'appellent, hein, où vous pourrez manuellement réclamer toutes les récompenses qui sont disponibles sur le testnet. Donc, il ne faudra pas rater cette fenêtre, hein, si vous avez utilisé l'application VBetterDAO et que vous avez des B3TR ou des V3TO en stock, eh bien, il faudra les réclamer sur le mainnet. N'oubliez pas, hein. Donc directement à la main, manuellement. Ensuite, 23 juin, il y aura un snapshot final de tous les tokens, donc au niveau du testnet qui ont été pris apparemment. Ensuite, du 23 au 28 juin, la plateforme sera mise en pause pour justement préparer le déploiement définitif sur la plateforme en mode principal, hein, qu'on appelle mainnet. Le 28 juin, il y aura tous les détenteurs de B3TR, VOT3, pardon, j'ai toujours VTO3, ou, enfin je m'en mêle les pinceaux là-dessus, hein, je suis désolé. Voilà, c'est B3TR, VOT3, et également les NFT. Donc je pense que les personnes qui ont utilisé la plateforme, vous savez qu'on a également un NFT qui a été donné gratuitement à chaque utilisateur de la plateforme VBetterDAO en mode testnet. Un peu une récompense, j'imagine, hein, pour récompenser les testeurs plutôt précoces, quoi. Et donc, après la transition, tous les tokens seront donc mis sous forme de B3TR. Vous voyez, c'est marqué ici. Donc, avec, en fait, l'équivalent du... Par exemple, si vous aviez du B3TR et du VOT3, si je comprends bien, tout sera ensuite converti sur le mainnet en B3TR. Et il faudra reconvertir en VOT3, par exemple, si vous voulez retrouver votre pouvoir de vote derrière. Ensuite, du 28 juin au 30 juin, les utilisateurs sont encouragés, bah ouais, c'est exactement ce que je vous disais en fait, encouragés à convertir donc leur B3TR sur le mainnet en VOT3, en préparation, vous voyez, du premier vote, du premier round, pour voter justement pour la meilleure application. Et enfin, le 1er juillet, il y aura donc le premier round du mainnet, et donc c'est parti, on aura la plateforme VBetterDAO qui sera officiellement en mainnet, en utilisation active, et le 8 juillet, vous aurez les premières récompenses pour voilà, les votants, les détenteurs, enfin les propriétaires des projets, etc. Voilà un petit peu ce qui se passe au niveau de VBetterDAO. Il y a également d'autres informations qui arrivent, donc notamment au niveau des NFT. Donc il y aura apparemment un système de tiers pour les NFT. Donc là, on n'a pas encore vu ça sur le testnet, mais ça va venir. Et donc là, on pourra voir ce que ça donne. Donc d'autres récompenses peut-être qui vont arriver pour les plus actifs. Et surtout, très important, ils annoncent le sommet, donc Hive 2.0. Et c'est-à-dire que là, ce sera en addition, comme ils l'écrivent ici, pour célébrer le lancement de leur plateforme VBetterDAO en mode mainnet. Eh bien, ils vont organiser un sommet donc, qui aura lieu à San Francisco, donc fin juin, et qui sera en fait un hackathon
en partenariat avec EasyA et BCG, donc c'est-à-dire Boston Consulting Group. Donc là, c'est du lourd parce que ça rappelle le hackathon qu'ils ont déjà organisé, vous savez, à Harvard, donc au Royaume-Uni, et qui a attiré énormément de développeurs, etc., sur la plateforme VBetter DAO pour construire les projets. Et donc, les projets, les dApps qu'il y a actuellement sur la plateforme VBetter DAO, en fait, sont issus justement des précédents hackathons. Donc là, on imagine qu'ils vont créer un nouveau hackathon, cette fois pour promouvoir leur plateforme VBetter DAO. Ce serait un très bon move, hein, faut le dire, au niveau stratégique sur l'échiquier, pour justement cette fois attirer les développeurs accomplis peut-être, ou non accomplis, pour attirer plus de projets sur la plateforme VBetter DAO en mode vote. Vous voyez. Donc, le planning est plutôt lourd hein, pour pour VeChain tout simplement, puisque là on est le 26 mai, et donc c'est dans un mois, le lancement à peu près, hein, à quelques jours près, qu'on aura le mainnet de VBetter DAO. Donc, est-ce qu'il y aura des impacts sur les prix du VeChain? Eh bien, une bonne question. On sait que les tokens, donc B3TR, VOT3, si je dis bien, ne sont pas liés directement au VeChain, au VET, ni au VTHO. Par contre, ils entraînent forcément, parce que les frais de gaz sur la plateforme VBetter DAO sont en VTHO. Donc, à ce travers-là, vous avez vu, d'ailleurs, ils l'ont mis au début, il me semble, qu'avec les 18 000 détenteurs, il y a également eu, voilà, ici, 232 000 transactions qui, derrière, ont engendré des frais en VTHO, et donc du burn de VTHO. Donc, c'est plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de burn de VTHO, et donc plus il y a d'impact sur le VET et le VTHO. Donc l'impact n'est pas direct, il est indirect. Pourquoi pas? Après, franchement, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de boule de cristal, je ne connais pas l'avenir. Autant ce sera un flop monumental, leur truc. Mais en tout cas, sur la phase testnet, 4000 utilisateurs actifs, c'est pas mal. Pourquoi pas? Allez, ce sera tout pour VeChain aujourd'hui. On va passer au prochain projet, c'est-à-dire VV Digital Collectibles. Donc là, vous voyez que cette semaine, hein, c'est vraiment à fond là. Ils sont focus sur leur partenariat, leur drop avec les Blackpink. D'ailleurs, ils l'ont mis ici, ils ont mis un peu une image effectivement hein, de comment collectionner les diverses variétés de drop sur Blackpink avec les 4, vous savez, chanteuses, danseuses. Ensuite, donc, je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir vraiment sur le drop puisque j'ai déjà expliqué la semaine dernière. Là, ce que je vais faire, c'est vraiment me concentrer uniquement sur les statistiques. Il n'y a que ça qui nous intéresse, on est d'accord, hein. C'est les statistiques, voir quel est l'impact de ces drops sur l'activité au sein de l'application VV. Donc là, vous voyez, déjà sur VV Feed, au niveau du mois, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'impact sur l'activité des portefeuilles. Il y a eu un peu plus de mint, légèrement un meilleur chiffre d'affaires, 5,2% plus, ce qui n'est pas négligeable, hein, mais bon, c'est pas non plus la folie. Et en weekly, c'est-à-dire en semaine, sur une semaine sur l'autre, eh bien, vous voyez, il n'y a pas non plus, enfin, c'est plutôt même en perte, autant sur l'activité que sur le nombre de mint. Bon. Et le chiffre d'affaires, lui, est en augmentation de 3,73%. Donc, on n'a pas déjà une explosion monumentale comparée à l'annonce qui, elle, était monumentale, hein, il faut l'avouer. Parce que Blackpink, c'est quand même bon, très connu et Drop était très bien joué au niveau du marketing. Bon, maintenant, on va se concentrer vraiment sur les détails au niveau des transactions. Donc là, sur 30 jours, on voit effectivement qu'il y a eu un impact sur le marché, puisque, vous voyez, au 22 mai, c'est-à-dire le drop précis du premier drop, la première artiste, ou enfin je sais plus que c'était, mais je vous avoue que moi c'est pas trop mon délire, bon voilà, mais en tout cas il y a eu un premier drop avec une artiste un jour, avec un drop. Et donc là, voilà, on voyait que le 22 mai, effectivement, il y a eu un pic sur le nombre de transactions. Donc il s'est passé quelque chose. Au niveau des collectibles, en plus surtout, vous voyez 10 000 collectibles, ça a explosé par rapport au 21 mai où il ne s'est passé absolument rien. Donc là on est d'accord, il y a eu un impact positif. Ensuite, la transaction par rareté, pas vraiment, il y a une augmentation, mais bon, c'est pas vraiment phénoménal. Le chiffre d'affaires en gemme, lui, il a explosé également. Pareil, on est passé quand même du 21 mai à 43 000 $, parce que 1 gemme égale 1 $. Donc on peut en parler en dollars.
43 000 $, là on est passé à 187 000 $, donc il y a bien eu un impact. Mais après, derrière, ça s'est un peu tassé. Donc on voit bien que l'engouement s'est vraiment déroulé le 22 mai. Et puis après, quand il y a eu les drops des artistes suivantes, hein, sur les 4, l'engouement était déjà moins au rendez-vous. Ensuite, au nombre de portefeuilles actifs, ça n'a pas changé grand-chose. En fait, c'est surtout, on voit toujours la même communauté. C'est ça que ça révèle au niveau des chiffres, qu'on n'a pas eu réellement de nouveaux utilisateurs. Et ça, c'est révélateur et je ne vous le cache pas que c'est plutôt pas bon signe. Enfin, je vous le dis en toute objectivité, hein, et je vous ai toujours dit que moi, je resterai le but de cette chaîne, c'est de parler en objectivité et pas de vous vendre du rêve. Autant pour VChain, les voyances dans le vert, autant pour VV, là je vous avoue que c'est moins, c'est moins le cas, quoi. Parce que quand on voit le marketing qui a eu lieu derrière et les chiffres derrière à l'arrivée, on voit qu'il n'y a pas vraiment de mouvement. Donc c'est vraiment les fans qui ont répondu à l'appel, encore une fois. Alors que le but à la base de ce marketing, c'est d'attirer de nouveaux utilisateurs. Donc si on regarde cet aspect-là, leur coup de com marketing, c'est plutôt un échec. Faut le dire. Dire ce qui est. Bon. Donc même s'il y a eu quand même des ventes, etc., mais on voit que c'est pas forcément les nouveaux utilisateurs comme c'était l'objectif, voilà, on l'espère, hein. D'ailleurs, au niveau du market cap, vous voyez, on est en baisse, autant sur le OMI, alors le OMI peut-être pas, le OMI, vous voyez, le cours du OMI, lui, c'est plutôt, allez, équilibré sur les 30 derniers jours, même si c'est pas ça encore. Mais par contre, le market cap de VV, lui, il est en baisse. Alors après, je sais pas si c'est fiable, vraiment, ces colonnes. Bon, après, voilà. J'ai en tout cas les chiffres qui sont affichés. Les détenteurs, voilà, là c'est intéressant. Maintenant, on va parler des utilisateurs, des nouveaux utilisateurs. Donc là, regardez, donc là, on était en avril. Ici, nous sommes donc 12 avril toujours. On va s'intéresser à mai et surtout au 22 mai. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au 22 mai? On a eu quelques utilisateurs en plus. Voilà, on est passé de 19 000, on est passé à 659 000. On a le drop le 22 mai. Bon, on n'a pas gagné des masses, quoi. Peut-être 200 personnes en plus qui sont connectées, qui ont pris, en fait, qui ont créé un compte VV. Donc, 200 personnes, c'est peut-être les fans absolus de Blackpink. Voilà. Donc, effectivement, quand on voit cette courbe, il y a eu plus d'impact, vous voyez, en avril, 12 avril, je ne sais pas ce qui se passait 12 avril, hein, mais on a eu plus d'impact à ce moment-là que désormais avec le drop au final de Blackpink. Alors après, peut-être qu'ils l'ont annoncé quand là? Ouais, non, c'est ça, ils l'ont annoncé bien après, c'est-à-dire en début mai. Donc, il n'y avait aucun lien, ici, il n'y avait aucun lien avec Blackpink. On ne savait pas encore que Blackpink allait sortir. Donc, pas bon signe. Ensuite, maintenant, on va passer au marché secondaire. Là, par contre, vous voyez, ça a totalement explosé au 22 mai, comme par hasard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu un énorme volume, vous voyez, donc au 22 mai, c'est-à-dire pile poil au niveau du drop de la première artiste de Blackpink. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire, comme c'est le marché secondaire, eh bien, il y a eu des acheteurs, des vendeurs, hein, et donc, ça a été un sacré succès, par contre, en termes d'échange de valeur commerciale pour les drops, hein, pour les figurines, hein, de la première artiste. Donc, bah, tant mieux, hein, ça fait pour eux, je souhaite, hein, qu'un maximum de gens aient pu tirer des bénéfices là-dessus, d'acheter et de revendre plus cher les collectibles. Mais encore, je ne suis pas sûr. Voilà un petit peu le récapitulatif. Donc, moi, je vous le dis, en conclusion, tout ça, c'est en termes de marketing, d'opération sur Blackpink, c'est plutôt un échec, puisqu'on voit qu'il n'y a pas eu vraiment d'impact réel sur l'application VV en termes de nouveaux utilisateurs, c'est plutôt les mêmes qui sont restés là. Après, c'est quand même positif dans le sens où on voit qu'ils arrivent à obtenir des licences de fou, mais derrière, ça révèle aussi, et je pense qu'il est là le cœur du problème pour ce projet, c'est qu'ils sont trop en avance. C'est-à-dire que VV, en étant sur le numérique à fond, peut-être dans une période où on est surchargé par le numérique, où vous avez des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, peut-être que la réalité augmentée, c'est un peu tôt par rapport à la technologie. Enfin, voilà, on n'est pas encore dans Ready Player One, hein. On n'est pas encore dans l'ère où tout le monde avec son casque de réalité augmentée, où c'est la norme, etc. Loin de là. Ce sera peut-être le cas dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais pour l'instant, en 2024, c'est pas le cas, on le voit bien. Quand on voit une personne avec un casque de réalité augmentée dans la rue, on dit il est fou déjà. C'est pas encore,
Donc c'est peut-être là le cœur du problème, et surtout le cœur du problème, je pense qu'il est aussi que les NFT ne servent à rien encore. Faut le dire. C'est-à-dire que c'est que du décor, ok, ils sont très beaux, ok, c'est bien, mais il n'y a pas enfin, d'utilité réelle derrière. Ça, c'est ce qui manque encore à VV. Donc là, il manque deux phases. Il manque la phase où on n'a pas encore la mode technologie, je pense, qui est adaptée, et on n'a pas non plus l'utilité. Donc la gamification, c'est comme ça qu'on l'appelle, et c'est un des projets de VV derrière, arrivera au fur et à mesure du temps, mais en tout cas, ça devient quand même urgent, je pense, pour eux. Ça devrait être une priorité, notamment avec le VV Verse, on n'a pas de nouvelles en plus d'ailleurs. Euh, Parce que on voit que là, quand même, il y a une stagnation, et stagnation pour l'entreprise, c'est pas bon, hein. C'est la phase, le prélude avant la chute. Mais bon, après, les voyants ne sont pas catastrophiques du tout. C'est-à-dire que là, je me base vraiment par rapport à un événement précis, c'est-à-dire Blackpink, hein. Le reste, vous voyez, c'est stable quand même. C'est pas non plus la catastrophe, hein. Je précise, hein. Voilà, je ne veux pas non plus vous décevoir ou quoi là-dessus, vous dire que ce projet il en chute et tout. Non, non, pas du tout. Bon. Et donc, c'est pourquoi je vous dis tout ça également, c'est parce que là, je fais un lien maintenant un peu dézoom macroéconomique. Je vais vous montrer un petit article pour la route. Voilà, c'est de Phone Android, Vision Pro. Vous savez, sur les casques de réalité augmentée de Apple qui sont sortis donc en début d'année 2024. Donc, Apple aurait réduit la production, un aveu d'échec, point d'interrogation. Vous voyez, ça c'était publié au 24 avril déjà 2024. Donc après des débuts en fanfare, le très attendu casque de réalité mixte Vision Pro d'Apple semble connaître quelques turbulences. Donc on voit bien que le rendez-vous là, il est raté, hein. Mais autant pour Apple qu'au final pour VV, on voit que la réalité augmentée, qui était le virtuel, a peut-être moins d'attrait et n'est plus aussi prisé que quand on avait le métaverse il y a même en 2021. Il n'y a plus de hype là-dessus. Et c'est vrai que le prix du casque de réalité augmentée, c'était 3 500 euros. En période d'inflation, très compliqué de mettre 3 500 euros dans un casque de réalité augmentée. En plus, pour en faire quoi? Ben, on ne sait pas. Voilà. Donc tout ça fait qu'il faut attendre un peu peut-être avant de rencontrer vraiment un succès sur tout ce qui est métaverse, réalité augmentée lié à ça. Donc VV, c'est pour ça que je vous le dis, je pense, personnellement, mon avis, c'est que VV est très en avance par rapport au marché actuel sur la réalité augmentée et tout ça. Mais après, voilà, on verra, bien sûr, hein, je n'ai pas la science infuse, hein, je rappelle, je n'ai pas de boule de cristal. Autant, dans un an, c'est la folie furieuse, VV, ils sont explosés parce que tout le monde veut les NFT de VV, autant c'est l'inverse. Là, honnêtement, je ne peux pas vous le dire que c'est vraiment dans une phase où sans stagnation, donc on verra. Ouais. Bon, allez, je continue. Donc c'est tout pour aujourd'hui pour ce projet. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez hein, sur VV. Là, dites-moi, peut-être que j'ai raté des informations ou quoi. N'hésitez pas vraiment. On est là pour ça, hein. Moi, je suis autant là pour apprendre que pour partager des informations que j'ai recueillies, quoi. Bon, allez, maintenant on passe à XRP et à Ripple. Là, très intéressant sur XRP Ripple, puisqu'on a également le bilan, vous voyez, comme je vous l'avais dit, du premier trimestre, premier quart, donc c'est 4 mois, hein, de 2024, sur le marché du XRP, mais également surtout sur l'évolution de l'entreprise Ripple. Donc là, on voit que déjà Ripple fait référence à un Q1 qui inclut donc vous voyez les ETF Bitcoin Spot, donc font référence à ça. Le volume en constante augmentation sur les SEX et DEX, c'est-à-dire les plateformes décentralisées et les plateformes exchange centralisées au niveau des crypto-monnaies. Tout ce qui est l'aspect légal et de régulation, donc là ils font référence bien sûr à leur procès contre la SEC. Hein, d'ailleurs ils s'en sortent pas, ils sont toujours embourbés là-dedans. Et même tout ce qui est l'aspect, ça j'en ai jamais parlé, mais tout ce qui est le AMM, c'est l'aspect technique en fait de l'évolution sur les blockchains, et donc la blockchain également de Ripple. Bon, donc on va feuilleter un petit peu tout ça, hein, si vous me le permettez, puisque j'ai l'article, voilà, il est juste ici, donc il a été publié en fait le 17 mai 2024, et donc c'est le rapport hein, officiel sur le premier quart de Ripple. Donc ici, il faut un petit résumé, en fait, sur les chiffres, notamment sur la régulation, sur également leur combat contre la SEC. Et donc, voilà, je voulais vraiment vous le montrer ici.
Donc sur le, voilà, c'est 6 mai, marqué ici. Donc la dernier épisode du combat juridique entre la SEC et Ripple, il s'est soldé donc le 6 mai, puisque vous avez la SEC qui a répondu en fait à Ripple sur des aspects juridiques. Et donc désormais, vous voyez, la prochaine étape, c'est quoi? C'est que les deux parties vont attendre la décision, la détermination finale de la juge, donc Analisa Torres, il me semble, hein, dans les prochains mois. Donc c'est ce que je vous disais déjà dans les précédentes vidéos, hein. Donc là, c'est validé officiellement, voilà, par Ripple, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et donc là, Ripple reste, bon, ils vont pas dire l'inverse, hein, mais reste confiant dans l'approche partiale, enfin impartiale plutôt, des tribunaux américains. Donc, ça rejoint tout à fait ce que disaient certains analystes, hein, pour peut-être une décision finale dans le combat entre la SEC et Ripple pour septembre 2024 à peu près. En tout cas pour la rentrée 2024. Bon, ça collerait bien en tout cas avec ce que j'ai également Ripple ici. Ensuite, il parle également de tout ce qui est l'aspect du développement de leur stablecoin au niveau régulation. Et surtout, vous voyez, il parle des régulateurs de l'Union européenne dans le cadre de la loi MiCA. Vous voyez? Donc ça y est, ils sont en train vraiment de mettre le paquet là-dessus. Donc c'est plutôt bon signe, hein. C'est-à-dire que leur stablecoin va être dans une démarche de régulation. Et c'est là où on voit que c'est le comble, hein, puisque il n'y a que aux États-Unis qui se font attaquer. Partout ailleurs, même en Europe avec la loi MiCA, eux par contre, on voit que Ripple s'en sort. Alors qu'ils sont originaires quand même des États-Unis. Ça c'est vraiment, moi ce qui me sidère avec cette affaire, c'est que vraiment les États-Unis n'ont rien compris là-dessus, hein, sur le potentiel quand même de Ripple. Ensuite, maintenant, alors je vais passer un petit peu, parce qu'après c'est plutôt des analyses statistiques et tout, donc sur les prix, tout ça, c'est pas très bon, intéressant on va dire. Je vous mettrai le lien de l'article pour que vous puissiez le lire si vous le voulez, si vous voulez vraiment avoir le détail là-dessus. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse aussi, et je vais d'ailleurs montrer un petit article là-dessus après, c'est la différence, l'évolution de la détention du nombre de XRP, et en gros, du chiffre d'affaires, entre guillemets, la trésorerie plutôt, de Ripple en détention de XRP. Donc au 31 décembre 2023, Ripple détenait 5 milliards, grosso modo, hein, de XRP et dans leur, ce qu'ils appellent leur portefeuille escrow, ils en détenaient 40 milliards. Vraiment une énormité quand même. En sachant qu'un XRP aujourd'hui, c'est à peu près 0,5 $. Donc là, ça donne une ordre de grandeur de la trésorerie de Ripple, donc 2,5 milliards d'un côté en 2023 et 20 milliards, donc un total quand même de 22,5 milliards de dollars de trésorerie, quand même assez conséquent. Et par contre, au 31 mars 2024, ça a chuté, parce que vous voyez, ils ont vendu, bon, du XRP, et pas qu'un peu, hein, puisqu'on est passé de 5 milliards à 4,8 milliards dans leur trésorerie globale, et sur leur portefeuille qu'ils appellent escrow, on est passé de 40 milliards 700 millions à 40 milliards 100 millions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'ils ont vendu. Et donc là, pour ça, je vais vous montrer un petit article derrière, pourquoi ils ont vendu. Parce que c'est vrai que ça inquiète quand même pas mal les analystes, les détenteurs de XRP. Et donc là, j'ai un article de cointribune.com, crypto, pourquoi Ripple vend-il autant de XRP? Et donc là, on a David Schwartz, le directeur technique de Ripple, qui finalement, en fait, a dévoilé les raisons pourquoi eux, ils font ça. Ils nous ont expliqué, donc en gros, Ripple, pourquoi ils vendent du XRP, c'est tout simplement pour soutenir le prix. C'est parce qu'ils veulent financer, et ça, c'est le grand classique, hein, c'est-à-dire qu'ils utilisent leurs cryptos pour les vendre, pour financer d'autres projets. Après, ils n'ont pas dit quel projet, bien évidemment, mais l'idée est là. On imagine également pourquoi pas même les salaires. Donc, ils se basent vraiment sur la trésorerie pour tourner la boutique. Donc, là, c'est quand même un signe, on se pose des questions. Ensuite, derrière, ils parlent également de long terme. C'est-à-dire que ils disent si on vend tout, parce que, bon, après, c'est un système en soi, hein. S'ils ont choisi ce système-là pour financer leur projet, pourquoi pas. Mais derrière, il y a aussi un aspect ils veulent contrôler le prix du XRP. Et ça rappelle quand même énormément un enjeu de centralisation, c'est-à-dire que demain il n'y a plus Ripple, en fait le XRP, qu'est-ce qui lui arrive? Voilà. Donc ça c'est vrai que c'est quand même une question à se poser. Il y a des investisseurs qui ne sont pas du tout inquiets, il y a des investisseurs au contraire qui eux ça les inquiète. Donc là c'est vraiment suivant votre profil d'investisseur, qu'est-ce que vous en pensez vous?
cet aspect-là de dépendance totale entre Ripple et le XRP, parce que là, on voit, c'est évident, il y a une énorme dépendance. Et si demain, par exemple, Ripple a un problème et doit vendre la moitié de ses XRP, imaginez, le prix du XRP, forcément, il va tanguer. C'est évident, avec 22 milliards, enfin 40 milliards de XRP d'un côté, 5 milliards de l'autre, donc 45 milliards de XRP, s'ils en vendent la moitié un jour, je ne dis même pas le délire sur les prix du XRP, quoi. Voilà, donc ça donne quand même, faites attention, quoi. Voilà. Après, enfin, ça ne change rien sur le fait que le projet en soi est vraiment une révolution, que les banques centrales continuent d'être intéressées par le XRP, les institutions, etc. Donc ça là-dessus, mais c'est juste pour répondre voilà, à votre question. Si vous avez une question pourquoi Ripple vend-il autant de XRP, vous avez la réponse, elle est fournie. Bon. Et donc maintenant, bah, écoutez, je vais continuer hop, avec un autre article de InvestX, cette fois qui est une bonne nouvelle. Alors, on va repasser quand même aux bonnes nouvelles. Solana et XRP Standard Chartered envisagent des ETF en 2025. Donc Standard Chartered, je vous rappelle quand même, c'est un pont solide au niveau institutionnel. Dans l'analyse dans les prédictions, etc., c'est quand même un poids lourd. Et donc, quand même, ils envisagent les ETF sur Solana et XRP. Alors, Solana, c'est en lien forcément avec la récente adoption, approbation plutôt, des ETF sur Ethereum en spot. Et donc, la suite logique, ce serait Solana, parce que Solana est un des projets qui ressemble beaucoup à Ethereum, de près ou de loin. Et ensuite, quand même, vous en parlez du XRP. Pourquoi? Parce que le XRP, justement, est très attractif pour les institutionnels. Donc là, on est quand même dans une démarche où si c'est le cas, je vous laisse imaginer si c'est le cas, qu'est-ce qui se passerait. Hein, voilà. Donc vous voyez, il y a des bons côtés, des mauvais côtés, hein, comme tout projet. Pour l'instant, il n'y a que le VTN où vraiment tous les voyants sont dans le vert. Après, le reste, il y a vraiment des points positifs, des points négatifs. Ah, c'est normal, hein, comme tout projet. Bon, allez, donc je vais continuer désormais. Donc ce sera tout pour XRP et Ripple. Maintenant, j'ai passé aux actualités crypto plus générales, hein, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Donc là, j'ai un article de journalducoin.com. ETF, Ethereum approuvé mais pas gagné. La cotation risque de prendre des semaines. Donc ça, c'était au 24 mai 2024. Donc je suis désolé si je vous mets la douche, hein, mais effectivement, c'est-à-dire que les ETF Ethereum Spot, ils ont été approuvés, mais pas encore définitivement. C'est-à-dire que là, c'est la première phase. Il faut savoir qu'il y a une différence entre les ETF Ethereum Spot et les ETF Bitcoin Spot. Les ETF Bitcoin Spot, eux, ils ont été approuvés et dans la foulée, ils ont eu l'approbation également des régulateurs américains sur le trading. C'est-à-dire que BlackRock, tous les gestionnaires d'actifs, les Bitcoin ETF Spot, je peux mis dans l'ordre, mais bref. Eh bien, ils ont eu l'approbation non seulement pour coter, entre guillemets, en bourse le Bitcoin, mais également pour le trader. Ce n'est pas encore le cas pour ETF, Ethereum Spot, où les gestionnaires d'actifs ont eu l'approbation pour coter l'ETF Spot, mais pas pour le trader. Donc, ça veut dire que là, effectivement, on se retrouve avec des ETF Ethereum Spot qui sont cotés, mais où vous ne pouvez pas encore, les institutionnels n'ont pas encore le feu vert pour vraiment en acheter ou en vendre, etc. Donc pour le trader, entre guillemets. Et ça, comme le dit l'article, c'est pas gagné puisque ça peut prendre des semaines avant qu'il y ait l'autorisation, justement qu'on appelle le Form S1 dans le jargon administratif de la SEC. Et donc ça peut prendre quelques semaines avant que les gestionnaires d'actifs aient l'autorisation de trader des ETF Ethereum Spot. Voilà. Donc ça donne aussi pourquoi on n'a pas eu d'impact, j'imagine, peut-être sur les prix, mais également sur l'industrie crypto au moment où on a eu l'approbation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question également, comment ça se fait que c'est rien passé. Donc là, je vous dis, c'est pas étonnant, parce qu'en fait, le trading n'a pas commencé. Allez, je continue. Donc là, j'ai un autre article, hop, pour la route de cointribune.com. Donc TVL Crypto, les actifs du monde réel RWA explosent les 8 milliards de dollars. Ça, c'était au 1 mai 2024. Ah, ça date un petit peu l'article, mais je trouve très intéressant pour ne pas le prendre en compte. Donc la TVL Crypto, je rappelle que c'est la valeur totale en fait, de liquidité quelque part, hein, sur le marché crypto. Et donc, rien que depuis février 2024, elle a augmenté sur le secteur du RWA, donc je rappelle que c'est le Real
World Asset, tout ce qui est la tokenisation des actifs du monde réel, hein, comme le dit ici l'article, eh bien, elle a augmenté de 60% depuis février. Je vous laisse imaginer quand même l'engouement qu'il y a derrière ce secteur du RWA. Donc, on voit qu'aujourd'hui, le narratif, c'est le RWA dans le secteur de la blockchain, de la crypto. C'est imparable, les chiffres sont au rendez-vous. Donc, après, quels actifs, quels euh, tokens crypto choisir dans le secteur du RWA, eh bien ça, je vous laisse le définir. Mais en tout cas, le narratif, il est là, au même titre que l'intelligence artificielle, hein, vous l'avez compris, parce que j'ai même plus besoin de passer dans les actualités crypto, je vais passer aux actualités économiques, et vous allez voir, on parle déjà, bien forcément, hein, de l'intelligence artificielle, avec notamment un article de Reuters, alors là en anglais, hein, de Elon Musk donc a des plans pour un super ordinateur lié à l'intelligence artificielle, confirme, enfin, reporte les informations. C'est l'article de Reuters et ça date du 25 mai 2024. Donc l'intelligence artificielle, hein, vous l'avez vu, j'en ai déjà parlé dans le secteur crypto avec Fetch.ai, même d'autres projets crypto en lien avec l'intelligence artificielle. Mais également, maintenant, vous avez ChatGPT, je ne vous apprends rien de toute façon, vous savez. Et maintenant, on a vraiment un narratif poussé, hein, cette fois sur le plan économique, sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est validé, hein. Là aussi, on a un narratif intéressant. Ensuite, j'ai un autre article où cette fois, je vais passer à l'or. Donc là, l'or, il est en train vraiment de passer quelque chose, hein, parce que j'ai un article donc, de Bloomberg ici. Donc les fonds, c'est-à-dire les institutionnels en fait, sont plus que bullish, c'est-à-dire très positifs sur le cours de l'or en termes de prix sur les 4 ans passés et 4 ans à venir. En fait, parce qu'ils pensent que les prix de l'or vont atteindre de nouveaux records. Et donc, là-dessus, avec ça, je vais également m'appuyer sur ce qu'on appelle le... Hop, voilà, donc là, j'ai un article sur LinkedIn de Or et Vintage qui fait vraiment référence justement à ce rapport de Ingold with Trust. Alors, c'est un bout du rapport, parce que vous l'avez compris, le rapport Ingold with Trust, c'est 400 pages. Donc juste pour faire une vidéo là-dessus, il me faudrait 2 heures, clairement. Donc là, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un point très important de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la corrélation entre l'or et le dollar, en fait, tout simplement. Puisque j'ai la courbe ici, regardez, qui est d'ailleurs une courbe qui est reprise du rapport de Ingold with Trust, mais également des sources de Reuters, comme vous pouvez voir ici. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit cette courbe? Elle dit tout simplement que la corrélation inverse entre l'or et les rendements réels, c'est-à-dire les obligations sur 10 ans américains, eh bien, est révolue depuis 2022. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais vous expliquer tout ça, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu technique. Donc là, vous voyez, cette courbe, elle représente donc en bleu les US 10 years TIPS. C'est-à-dire, en français, ça veut dire tout simplement les obligations, les rendements réels. C'est pas les obligations, c'est pas la valeur des obligations, c'est la valeur des rendements réels des obligations. C'est-à-dire des trésors du bon américain. Parce qu'il faut savoir que les investisseurs, pourquoi ils achètent des bons du trésor américain? Ils les achètent pour avoir derrière des rentes, des rendements quelque part, hein, un peu en forme, quand vous donnez un crédit par exemple à quelqu'un, par exemple quand vous prenez un crédit à la banque, et bien la banque elle reçoit de votre part des rentes. Là, le principe d'un investisseur qui achète des bons du trésor américain, c'est pareil, sauf que plutôt que de payer tous les mois une somme à la banque ou au gouvernement américain, c'est l'inverse, c'est le gouvernement américain qui lui verse une rente quelque part. Le principe de tout investisseur, c'est de recevoir de l'argent, hein, en échange de son investissement. Et donc là, c'est les obligations. Et donc, ces bons du trésor américain, vous voyez, c'est sur 10 ans, hein, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur pendant 10 ans. Et vous voyez ici que en parallèle, vous avez la courbe de l'or. Et donc, on voit que la corrélation, c'est-à-dire qu'on a inversé la valeur des rendements réels sur les obligations américaines, et cette valeur inversée est censée suivre la valeur, en fait, quelque part, de l'augmentation ou pas de la courbe de l'or. Et vous voyez, ça a toujours été le cas dans l'histoire. L'or a toujours suivi, entre guillemets, hein, la valeur inversée des rendements réels sur les obligations américaines sur 10 ans. Sauf que vous voyez, depuis 2022, c'est plus du tout le cas. Regardez, ça a été flagrant, hein, c'est totalement en train de se décorréler. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les rendements réels des obligations américaines sur 10 ans, normalement, quand ils augmentent, eh bien, lui, le cours de l'or est censé baisser.
en fait. Que c'est inversé, je vous dis, c'est une corrélation inversée. Et à l'inverse, donc quand ça baisse, bah, les rendements réels des obligations américaines ont tendance à faire l'inverse. Bon. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, comme c'est plus le cas, vous avez vu, la corrélation, bah, depuis 2022, elle est totalement, bah, c'est plus du tout le cas, donc, même c'est l'inverse. Eh bien, il y a deux hypothèses qu'on peut en tirer. C'est soit cette décorrélation est passagère et le cours de l'or, lui, va se réajuster en conséquence à la baisse. Donc là, on va avoir une grosse baisse sur l'or parce qu'il va se réajuster par rapport à la valeur des rendements réels des obligations américaines sur 10 ans. Soit cette décorrélation est définitive et alors le cours de l'or, lui, est destiné à exploser. Mais quand je dis exploser, ça va être sûrement monumental. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Je n'ai pas de boule de cristal, hein, je le rappelle. Je ne connais pas l'avenir. Mais là où ça donne quand même un ordre de grandeur, c'est que c'est vrai que depuis 2022, c'est le bazar. Hein, bah, ça prend rien. Inflation, crise mondiale économique, guerre dans tous les sens, déstabilisation dans tous les sens. Et donc, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que justement, derrière les rendements réels des obligations américaines sur 10 ans, eh bien, il est bien question du dollar et surtout de l'état de l'économie mondiale. Voilà. Et c'est très intéressant parce que là, dans ce contexte géopolitique incertain, il est évident que l'or prend de plus en plus de place sur la scène financière et il fait office de baromètre en fait sur l'état de nos économies à l'échelle mondiale. Voilà. Et je trouve que bah, c'est bien tombé quand on voit l'or qui explose en ce moment et quand on voit en fait le dollar qui lui est en train de baisser hein, au fur et à mesure. Parce que quand euh, l'or explose au fur et à mesure du temps, on l'a vu, ça veut dire que derrière il y a une chute de la valeur du dollar. Sauf que avant c'était contenu derrière par le système quelque part. Là je grossis un peu la chose, mais c'était contenu par le système mondial avec les obligations, les actions, le marché boursier, etc. Mais on l'a vu que depuis 2022, même le marché boursier, il est en hausse. On l'a vu notamment avec Nvidia, qui a elle seule entreprise, elle supporte tout le marché américain, même mondial, on se pose la question. Donc c'est un peu n'importe quoi là, ce qui est en train de se passer. Et tout est dit à travers cette décorrélation soudaine de l'or et des obligations, enfin des rendements plutôt réels sur les obligations américaines sur 10 ans. Je dis bien sur 10 ans. Voilà. Donc là, ça donne un signal de plus, quand même, où on se dirige vers quelque chose qui est inédit, dans le sens où la crise économique que l'on connaît aujourd'hui, on ne s'en rend peut-être pas compte, hein, mais n'est pas comme la crise de 2008, les subprimes, et même peut-être même pas comme la crise de 1973, liée à la crise pétrolière, le choc pétrolier. Donc là, c'est faux devant ce qui se passe. Alors on verra, peut-être que là, l'or va rebaisser et donc ça voudra dire que le système arrive à s'arranger un petit peu. Mais c'est vrai que derrière, qu'on oublie trop souvent, c'est l'aspect des dettes. Les dettes des États, les dettes des pays, qui sont vraiment en train d'exploser. Et donc le système est en train lui-même bah, d'exploser, quoi, en fait. C'est mon avis, hein. Je vous dis vraiment, je peux me tromper. Euh, J'espère d'ailleurs vraiment me tromper, parce que quand je vois ça, je pose des questions quand même sur ce qui va se passer. Voilà. Donc je vous dis vraiment, hein, je ne me prétends pas savoir tout ça, quoi. Enfin, être avoir la science infuse et tout. Bon, et ensuite, donc, dernier petit article pour la route, hop, c'est un article donc, de Zone Bourse. Le pétrole s'affaisse en même temps que les espoirs de baisse des taux. Donc là, c'était au 24 mai 2024. Donc le cours du pétrole reculé vendredi, plombé par la perspective de taux d'intérêt élevés pendant plus longtemps aux États-Unis et dans l'anticipation de la réunion de l'OPEP+, qui se tiendra finalement en ligne début juin. Donc là aussi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que aux États-Unis, on est déjà en train de se dire, bon bah la baisse des taux c'est mort, puisque l'inflation est quand même persistante. Il va falloir tenir plus longtemps avec des taux d'intérêt plus élevés. Donc j'en ai déjà parlé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on dirige pour les États-Unis de plus en plus vers la récession. Et donc, vous l'avez compris, c'est lié, bah, forcément, si les États-Unis sont en crise économique, c'est lié à leur dollar. Et on l'a vu que leur dollar il est en mauvaise posture par rapport à l'or. Je vous l'ai montré par A plus B juste avant, grâce au graphique. Donc tout est lié au final, tout est lié. C'est pour ça que je vous dis, ça me fait dire qu'on ne sait pas trop vers où on va, mais on y va, quoi. Ah, c'est sûr.
Bon, voilà, donc on va rester positif. Le positif dans tout ça, hop, je repasse en grand écran. Le positif dans tout ça, c'est qu'on a quand même des solutions, des valeurs refuges. On voit bien que l'or, l'argent, les métaux précieux, c'est de toute évidence quand même quelque chose qui bondit. Donc le cours de l'or a explosé, hein, a pris plus de 20% depuis 6 mois ou un an. Donc on voit bien que l'or, lui, combat l'inflation, donc permet de réajuster le pouvoir d'achat. Le Bitcoin, on l'a vu avec l'exemple de Metaplanet au Japon, le yen s'effondre. Une entreprise adopte le Bitcoin en trésorerie principale, boum, son action fait 500%, c'est révélateur, donc ça veut dire que le Bitcoin aussi peut représenter une solution, et donc c'est plutôt intéressant. Après, il reste le marché boursier, on ne sait pas comment il va se dérouler dans ce contexte-là, s'il va grimper to the moon à vie. Franchement, j'ai des doutes. Parce qu'on voit, surtout quand on voit les derniers exploits là, de Nvidia, notamment des entreprises du CAC 40, qui ont performé comme c'était des cryptos en termes de volatilité. Après, il y a le système bancaire. Bon, c'est vrai que là, je ne vais pas aborder le système bancaire. La semaine prochaine, je ferai un point sur le système bancaire, surtout aux États-Unis. On n'entend plus trop parler. Donc, espérons que ça s'arrange. Mais bon, là aussi, on se pose des questions. Et bien sûr, après, il y a le secteur immobilier où lui, eh bien, comme vous l'avez compris, les taux d'intérêt aux États-Unis vont rester élevés plus longtemps, eh bien, ça veut dire que le marché immobilier déjà américain va s'en retrouver fortement impacté et pas dans le bon signe, dans le bon sens du terme. En Europe, on verra ce que ça donne, parce qu'il faudra voir en juin justement si la BCE, Banque Centrale Européenne, baisse ou pas ses taux directeurs. Et là, on sera fixé sur la suite du marché immobilier, que si les crédits immobiliers deviennent plus accessibles, alors ce sera une bonne nouvelle pour le marché immobilier européen. Bon. Voilà, donc dans l'ensemble, il y a des solutions, hein, vous voyez. Après, c'est à vous de voir quelles sont les solutions que vous envisagez et vous préférez. Mais au moins, il y a des choses quand même sur lesquelles on peut se baser de façon tangible quand même. Pour diversifier son portefeuille. Et je vous rappelle, je vous parle d'un conseiller financier hein, très important là-dessus. Bon, voilà, bah écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, et pas à vous abonner également, ça va grossir toujours plus la communauté, ça fait vraiment plaisir. Et puis sinon, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, et puis je vous souhaite une très bonne semaine. La bise, ciao.